Alejo Vidal-Quadras préside le Comité international pour l'application de la justice, une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2008 et qui a pour objet d'obtenir l'application du droit pour l'opposition démocratique iranienne. Alejo Vidal-Quadras a été vice-président du Parlement européen de 2009 à 2014 et donc je lui cède la parole. Merci d'être présent. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale et de prendre la parole devant vous pour discuter sur des enjeux si signifiants et si pressants dans le contexte actuel. Un autre grand plaisir pour moi aujourd'hui, c'est après 25 ans de vie parlementaire active, maintenant que je ne suis plus parlementaire, de me voir classé comme expert. C'est un changement vraiment rassurant. La situation alarmante au Moyen-Orient, chers amis, a mis au premier plan la question de comment combattre le phénomène de l'extrémisme islamique et ses multiples conséquences néfastes. La perte dévastatrice de vies et le déplacement massif de populations, fouillant l'horreur qui arrive maintenant aux capitales européennes. Pour traiter une question aussi sensible et aussi complexe, nous devons étudier soigneusement les racines et les origines de cette interprétation extrême de l'islam avec l'objectif de l'abattre non seulement militairement et logistiquement, mais aussi idéologiquement et politiquement. Je préside actuellement, en effet, le Comité international pour l'application de la justice, un comité qui rassemble un large éventail de dignitaires de plusieurs pays, provenant de tout le spectre politique, pour la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix au Moyen-Orient. Nous avons mené une enquête que j'ai présentée février dernier dans le Parlement britannique. Il s'agit d'un rapport intitulé « Fondamentalisme islamique et terrorisme, solutions et illusions », où nous essayons de comprendre les origines actuelles de cette interprétation fondamentalisme de l'islam et grâce à cette compréhension, nous proposons des stratégies pour la neutraliser. Je vous recommande vivement la lecture de ce rapport que vous pouvez trouver dans notre site web et bien sûr, si quelqu'un de vous veut un exemplaire après la séance, je vous donnerai un volontiers. Dans la conjoncture actuelle, la situation est perçue par beaucoup comme l'émergence soudaine d'une lecture extrémiste du Coran, particulièrement provenant d'une branche concrète de l'islam sunnite, le salafisme. Et on a décidé d'accepter tout opposant à cette menace particulière comme un allié de facto. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Le rapport que nous avons fait dans le Comité international pour l'application de la justice montre que cette lecture est trop simple et pourtant trompeuse. Même si des groupes religieux ultraconservateurs existaient toujours dispersés et isolés, l'origine et le berceau du fondamentalisme islamique comme projet politique incarné dans les structures d'un État théocratique dans le temps moderne se situe dans la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini en Iran en 1979. Jamais avant, dans l'époque contemporaine, le fondamentalisme islamique était un projet politique qui avait comme objectif d'instaurer un État théocratique. L'analyste américaine
en 1979, l'Iran est devenu la première république islamique moderne quand l'ayatollah Ruhollah Khomeini a renversé le régime laïque iranien et a établi un nouvel ordre où la charia est devenue loi. Tout d'un coup, l'islamisme n'était plus une idéologie d'un mouvement. Il avait inspiré un État. La révolution islamique iranienne a été le miroir où tous les mouvements fondamentalistes qui voulaient faire de sa foi une forme d'État se sont regardés. Et les projets fondamentalistes des ayatollahs en Iran incluent aussi dans soi l'expansion de sa théocratie dans la région, le projet du califat. Depuis 1979, les ayatollahs ont cherché à exporter sa révolution aux pays voisins à travers de la violence et le terrorisme. Dans chaque conflit majeur dans la région, nous trouvons des traces de l'ingérence iranienne, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak. L'exportation du terrorisme et de la violence est un pilier du projet fondamentaliste. Malheureusement, nos gouvernements occidentaux ont été beaucoup trop permissifs avec ces comportements. La politique conciliatoire et d'apaisement vers la violence terroriste commise en Iran, en Liban, ou même dans les capitales occidentales comme Paris, Berlin, Madrid ou Buenos Aires, a été perçue par les fondamentalistes comme une carte blanche pour s'engager dans la violence pour gagner des concessions politiques en renforçant leurs bases. Les conséquences de cette expansion du projet fondamentaliste dans les pays voisins, nous les combattons aujourd'hui. C'est le sectarisme et la violence instaurée par les gouvernements de Al-Maliki, un gouvernement entièrement soutenu par l'Iran, contre sa population sunnite qui a livré à la population du nord-ouest irakien au califat islamique. Et en Syrie, c'est le soutien inconditionnel du régime iranien qui a permis au dictateur Assad perpétuer sa guerre contre son propre peuple, ouvrant ainsi de la même manière l'espace à l'expansion fulgurante du Daesh. Il est une très grave erreur de croire qu'un fondamentalisme peut être un allié pour lutter contre un autre fondamentalisme. L'extrémisme et le terrorisme sunnite et l'extrémisme et le terrorisme chiite sont les deux faces d'une même pièce. Le vrai fer de lance contre tout terrorisme sunnite ou chiite dans la région sont les forces musulmanes démocratiques, avec un esprit tolérant qui respecte les droits des femmes, qui respecte la séparation entre la religion et l'État, et qui veulent pour le peuple de la démocratie, de la liberté et de la paix. Ce sont des forces, comme nos amis du Conseil national de la résistance de l'Iran, ce sont des forces comme l'opposition syrienne ici présente, qui devraient être nos vrais alliés pour combattre le fondamentalisme dans ces pays. Il ne s'agit pas de se servir d'une force terroriste et fondamentaliste pour vaincre à une autre. Il s'agit de construire un avenir de paix et de sécurité pour la région et par conséquence pour le monde entier. Au début de semaine, nous avons vu et entendu Tony Blair dans la CNN s'excuser par les erreurs commises en Irak. Nous avons vu les conséquences de transformer l'Irak en un État failli. Blair a présenté ses excuses pour le manque de planification et l'incapacité de prévoir ce qui se passerait après le renversement du régime de Saddam Hussein. J'espère que cette expérience nous aide à comprendre l'importance de ne pas se laisser assez par les besoins de court terme et d'avoir une vision d'avenir. Nous devons agir stratégiquement
pas seulement tactiquement, parce que les erreurs d'aujourd'hui sont les tragédies de demain. Merci beaucoup.